je suis motion designer et directeur artistique. Ça fait 7 ou 8 ans que je suis en freelance, en statut indépendant, et j'ai essuyé pas mal de statuts jusqu'à temps de trouver justement un qui me corresponde et qui m'aille bien. Et vu que je suis un peu jusqu'au boutiste, je me suis retrouvé à faire des fichiers Excel de la mort pour comparer tous les statuts, et du coup à les connaître assez bien. Je suis pas comptable ou quoi, mais bon, j'ai quand même quelques petits savoirs, je pense, qui pourront peut-être filer un petit coup de main. Du coup, statut indépendant. Alors déjà, le premier truc à savoir, ce qui est souvent une confusion qui est faite, c'est que c'est composé en fait, un statut, c'est composé de 2 éléments. On va avoir un premier élément qu'on appelle le volet fiscal, qui est votre identité en fait aux yeux de l'État. Donc c'est ce qui va être composé de votre numéro de sirène ou de sirette, celui-là vous devez déjà tout savoir, votre nom, ce qu'on appelle la raison sociale. Quand on est indépendant, en général, c'est souvent notre prénom, un nom à nous, mais ça peut aussi être un pseudonyme qu'on utilise en tant qu'artiste. Et éventuellement, si vous payez la TVA, le numéro de TVA et l'adresse à laquelle vos locaux sont désignés. Enfin, ça, c'est vraiment en gros, si l'État veut vous retrouver, qui vous êtes, quel est votre identifiant, et ça va vous permettre de payer des impôts et des taxes. Donc en gros, c'est un volet qui sert à la communauté, entre guillemets, parce que vous allez payer des impôts qui vont servir du coup à être utilisés par tous les ministères pour les routes, pour l'éducation, pour plein de choses. Et donc du coup, c'est un peu le volet communautaire, on va dire, où les sous qu'on donne sont pour la communauté française et utilisés du coup pour la communauté française. Ça, c'est le premier volet. Donc c'est vos impôts. Quand vous payez vos impôts, vos taxes d'habitation, mais donc tout ça, c'est identité aux yeux de l'État français. Premier volet. Deuxième volet, ce qu'on appelle du coup le volet social, c'est votre caisse de cotisation pour avoir droit à toutes les protections sociales françaises, qui est quand même un droit assez exclusif en France, qui est assez ouf. Donc la prise en charge de vos frais de santé, les indemnités de congé paternité, maternité, maladie, invalidité, la gestion de la retraite. Donc là, c'est une caisse de cotisation qui est plus vraiment pour la communauté, mais qui est une avance pour des services qui doivent vous être rendus plus tard. C'est une caisse sur laquelle vous allez cotiser, mettre de l'argent de côté, qui vous sera rendu quand vous serez à la retraite, qui vous sera rendu si vous tombez malade, qui vous sera rendu si jamais vous attendez un enfant, etc. Donc là, c'est vraiment une caisse de cotisation où on donne de l'argent, mais pour nous. Ce sera utilisé pour d'autres personnes en attendant qu'on en ait besoin, parce que c'est le principe de la caisse, mais là, l'usage, il est vraiment à destination de nous. C'est un service pour lequel on paye, entre guillemets. Donc ça, c'est le volet social. Alors pourquoi ça s'appelle des volets? J'en ai fichtrement aucune idée, mais c'est le nom qu'on leur donne. Donc voilà, ce sera volet fiscal et volet social. Donc du coup, votre statut freelance, en fait, il est composé des deux. Que vous soyez la MDA, que vous soyez auto-entrepreneur ou quoi, c'est toujours un duo où on va payer des impôts quelque part et donner des cotisations sociales ailleurs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, chacun de ces volets, il a plusieurs composantes. Ce schéma est tiré de ce magnifique bouquin que je ne peux que conseiller, Graphiste indépendant de Julien Moya, qui est un graphiste en fait à la base et qui a poncé, mais alors vraiment de ouf, les statuts et qui a fini par sortir un bouquin. Donc l'avantage, c'est que c'est un gars du métier créatif qui parle à des créatifs. Donc en gros, il nous sert de traducteur un petit peu et il explique absolument tout dans son bouquin. Comment faire toutes les démarches, les déclarations, comment gérer des clients, gérer les impayés, comment prospecter. C'est vraiment une espèce de guide de A à Z pour n'importe qui veut se lancer en freelance ou en indépendant. Donc vraiment un must-have. En faisant bien attention, par contre, si vous le prenez, coûte pas trop cher, coûte une vingtaine d'euros, de prendre la 6e édition, donc la mise à jour de 2021, parce qu'il y en a d'autres qui sont encore sûrement conservés dans des FNAC et vos libraires indépendants préférés, mais qui sont plus à jour. Donc il faut vraiment prendre la dernière version 2021. Donc ça, c'est un petit schéma qui est au début de son bouquin, qui explique un peu comment sont composés les statuts. Donc on va les reprendre un peu ligne par ligne, et en fait, à la fin de ce schéma-là, on aura à peu près vu tout ce qu'il y a à voir sur ces statuts. Donc au tout début déjà, au niveau de la forme, donc on commence par le volet fiscal, au niveau de la forme juridique, normalement vous avez tous et toutes ici une EI, donc entreprise individuelle. Même si quand vous êtes inscrit à la MDA ou en tant qu'auto-entrepreneur, c'était pas forcément indiqué de manière visible, c'est ce qui les compose en fait. Donc pour faire la petite différence, donc on a l'EI, entreprise individuelle. Donc comme son nom l'indique, c'est une entreprise où on peut être qu'une seule personne. Il n'y a pas d'employé, il n'y a pas de patron. On est un entrepreneur dedans qui le compose et on peut pas être plus que. Le petit RL entre parenthèses, c'est pour indiquer responsabilité limitée. C'est une option qu'on peut cocher quand
quand on crée son statut qui indique qu'on veut différencier nos possessions des possessions de l'entreprise. Nous, en tant que graphiste, illustrateur, etc., c'est pas forcément très, très utile. Mais par exemple, pour un artisan, ça peut être utile parce que, mettons que l'artisan, il achète, je sais pas, que son artisan potier, qu'il achète pour 10 000 euros d'argile, mais qui fait zéro vente, à un moment, il faut quand même qu'il paye les dettes éventuelles qu'il peut avoir chopé les 10 000 euros d'argile. Du coup, malheureusement, ces biens vont être saisis pour rembourser ses dettes. Mais sauf que s'il a indiqué le RL, responsabilité limitée, et qu'il n'y avait que le four à poterie qui était dans ses possessions professionnelles, il n'y a que le four à poterie qui pourrait être saisi pour rembourser les dettes. Ils ne pourront pas venir lui saisir son canapé, son appart, son hypothèque, etc. Donc c'est pour ça que voilà, c'est une sorte de sécurité pour, en cas de faillite, pas se faire vider son appart. Mais en vrai, en tant qu'illustrateur, illustratrice, sauf si vraiment on pète un plomb et qu'on achète pour 5 000 euros de papier en risogramme, enfin normalement ça va, c'est assez safe. Donc c'est une petite option qu'il n'y a pas forcément besoin de cocher. Donc en tout cas, on est tous en EI. Ensuite, il y a d'autres statuts sur lesquels je vais passer très vite parce que je les connais moins et qui nous concernent un peu moins. Il y a l'EURL, donc entreprise unipersonnelle, qui a une nuance près ou deux et assez semblable à l'entreprise individuelle. La SARL et la SA qui sont des sociétés anonymes. Donc là, on rentre vraiment dans un truc de société avec patron, employé, etc. Mais là, tout ça, ça va un peu moins nous concerner dans le fait d'être en statut indépendant artistique. Ensuite, le deuxième choix, c'est le type de revenu. Il y a deux choix possibles, BNC ou BIC. Les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Les BIC, ça va être quand vous allez faire de l'achat-vente, quand vous allez produire des créations artisanales ou de manière un peu plus industrielle, de la production industrielle justement avec de la production en série à la chaîne. Tout ça, ça va être des bénéfices industriels et commerciaux parce que voilà, c'est de la grosse production, c'est de l'achat-vente, c'est de la transformation de produits. Donc on a une idée de matériel, on a une idée de matérialité en fait dans ce qu'on va vendre. Alors que les BNC, ça sera plus de l'ordre du service intellectuel, du service à la personne. Par exemple, une personne qui est coiffeur, il n'y aura pas de matérialité, on va dire, dans ce qu'il va fournir. Ce sera un service qu'il va proposer à quelqu'un d'autre. Donc, ce sera quelqu'un qui sera en BNC. Nous, en tant qu'artistes, illustrateurs, graphistes, on va faire de la création de l'esprit. Donc, même si parfois il y aura un imprimé ou quoi, en soi, c'est une invention de l'esprit. Donc, c'est du bénéfice non commerciaux. Un comptable, par exemple, c'est pareil. Le comptable, il va faire une création de l'esprit. À la fin, il va faire des bilans, bien sûr, mais c'est quand même une création intellectuelle de l'esprit. Sa valeur de travail, sa compétence intellectuelle, on va dire. Comme nous, notre valeur de travail, c'est notre compétence artistique et donc d'une certaine manière intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'on va être en BNC. Troisième point, du coup, le régime. Donc il y en a deux. Là, c'est le régime de déclaration que vous avez déjà pu voir quand si pour certains vous étiez passé par la case auto-entrepreneur. C'est le régime spécial, donc la micro-entreprise ou contrôlée, qu'on appelle aussi frais réels. Donc quand on est auto-entrepreneur, on est obligatoirement en régime spécial. Donc on va être en ce qu'on appelle le régime micro, hein, où du coup on va être avec des 34% d'abattement forfaitaire, où en gros l'État considère que sur 100% de l'argent que vous avez gagné avec votre statut, il y a sûrement une partie qui est pas restée dans vos poches pour payer du matériel, pour payer des frais, pour démarcher des gens. Enfin, en gros, l'État va se dire, je pense que sur les 100%, allez, à la louche, il y a un tiers qui est dégagé pour acheter la scintille, pour acheter le matos de crayon, etc. Donc, de base, il va faire un abattement forfaitaire de un tiers sur les revenus de toutes les personnes qui sont en auto-entrepreneur. Ce régime micro, il est aussi présent quand on est artiste-auteur. Donc, du coup, pour les personnes qui sont artistes-auteurs ici, en général, vous commencez avec un régime micro et donc vous avez cet abattement-là. Pour nous, c'est super avantageux parce qu'en vrai, on a assez peu de frais, quand même, en tant que graphiste aussi, ou illustrateur. On va acheter effectivement de temps en temps une scintille tous les 5 ans, du matériel artistique, mais en soi, ça va clairement pas représenter un tiers de notre chiffre d'affaires. Donc, on est plutôt content d'avoir ce statut micro parce qu'en fait, il est super avantageux. Alors que par exemple, pour reprendre l'exemple du potier, c'est une personne qui va avoir beaucoup de dépenses parce qu'il va falloir entretenir son four, parce qu'il va falloir acheter de l'argile, etc., etc. Donc lui, par contre, peut-être qu'il va y perdre parce que ça se trouve, il a 50% de son chiffre d'affaires qui part en frais. Donc du coup, pour lui, ça va pas être forcément très intéressant ce statut-là. Et pour lui, ce sera peut-être mieux de passer à ce qu'on appelle du coup les frais réels, donc déclaration contrôlée.
où là, on va déclarer tous nos frais ligne par ligne. Genre, aujourd'hui, à midi au travail, j'ai mangé un burger, hop, 10 euros, gros burger. J'ai acheté une Cintiq, hop, tant, j'ai acheté du papier, hop, tant, etc., etc. Et on va tout lister. Je paye mon loyer, mon bureau de travail, il est compris dans mon loyer, donc ça va être en surface un quart de mon loyer. Hop, ça c'est des frais. Et du coup, on liste tous les frais comme ça, un à un. Et ça permet d'avoir un chiffre exact de ce qu'on a gagné et de ce qu'on a dépensé en frais. Donc ça, c'est ce deuxième statut-là. Donc il faut bien faire ces calculs avant pour voir lequel des deux est le plus avantageux. Mais ça tombe bien, on verra tout à l'heure qu'il y a des petits outils pour faciliter ça. Bah voilà, j'avais marqué là, du coup, 34% de frais déduits automatiquement. Là, on déduit nos frais. La déclaration d'impôt, tu vas avoir deux rubriques pour les revenus indépendants. Une première rubrique, enfin pour les revenus indépendants BNC. Alors une première rubrique, du coup, en micro, tu vas mettre ton chiffre d'affaires complet, donc vraiment tout ce que tu as gagné, sans la TVA. Et sinon, en dessous, tu as une autre rubrique avec chiffre revenus, déclaration contrôlée. Et du coup, faut pas confondre entre les deux, faut bien mettre dans la première case. Et du coup, faut bien mettre le chiffre de tout ce que tu as gagné du total. Ouais. C'est eux derrière qui vont faire l'abattement, parce que vu que c'est un truc automatisé et avec un taux fixe, bah pour eux, c'est plus simple. On a de la marge, mais si jamais vous dépassez les 72 000 du chiffre d'affaires, vous êtes obligé de passer en déclaration contrôlée. Dernier point, option de TVA. Donc, on a plusieurs options quand on crée son statut. La franchise en base, le mot veut pas dire grand-chose, mais en gros, ça veut dire que vous facturez pas la TVA, tout bêtement. Donc, c'est le premier truc qui est un peu de base, qui est coché de base, quand vous créez votre statut, que ce soit en micro à la MDA ou micro auto-entrepreneur. Ensuite, du coup, vous avez deux manières pardon, de facturer la TVA, soit avec le régime réel simplifié, soit le régime réel normal. Globalement, c'est la même chose. La seule différence, c'est quand est-ce que vous allez rendre la TVA. Donc pour le premier, pour le simplifier, vous allez le reverser tous les semestres. C'est pour ça qu'on l'appelle simplifié, parce que du coup, c'est très espacé dans le temps. Et pour le régime réel normal, vous allez le reverser tous les mois ou tous les trimestres. Dans les deux cas, du coup, vous allez facturer la TVA sur vos factures et vous allez pouvoir déduire avec vos achats pour faire le petit jeu de la TVA, sachant qu'il y a un petit piège aussi. Mettons que vous êtes au mois mettons que vous êtes au mois de juin et vous allez dépasser le seuil de TVA. Suivant les seuils que vous dépassez, vous allez donc devoir soit, si vous dépassez 2 années consécutives, facturer la TVA au bout de 2 ans, soit si vous dépassez un autre seuil, donc vous allez devoir le mois suivant facturer la TVA. Donc là, ça peut être très emmerdant parce que si vous n'avez pas prévu le truc un peu en amont, l'État va vous demander la TVA sur tout l'argent que vous allez recevoir avec votre statut. Donc, mettons que vous avez fait une facture en mars, on va dire, il y a un moment. En juin, boum, vous passez le seuil. Donc, à partir de juillet, tout l'argent qui tombe sur le compte, ça doit être avec la TVA. Parce que l'État, lui, il s'en fiche de la date d'émission de la facture. Ça l'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Tout ce qui l'intéresse, c'est quand l'argent tombe sur le compte bancaire. Donc, du coup, si à partir de juillet, vous êtes censé facturer la TVA, il va partir du principe que tout l'argent qui tombe sur votre compte contient la TVA. Donc, si vous avez une facture de mars, vous n'avez pas mis la TVA dessus, qui passe, mettons que du coup la facture de mars c'était 10 000 euros, ça va tomber en juillet, l'État va dire, ah, sur les 10 000 euros, je veux 20% de TVA. Et là, vous allez être un peu niqué, parce que vous allez dire, bah, je l'ai pas facturé, moi, la TVA sur cette facture. Et l'État, il va dire, ah, mais je m'en fiche, moi, je veux quand même mes 20%. Donc, tu vas me donner 20% des 10 000 euros. Et donc, vous allez avoir une perte à gagner, du coup, qui peut être assez conséquente si on n'a pas prévu. C'est pour ça que ça vaut le coup, en général, d'assez vite passer à la facturation de TVA, surtout quand vous bossez avec des entreprises, parce qu'en fait, les entreprises, ils s'en fichent, ils la payent pas la TVA. Enfin, on pourra faire un point spécial sur la TVA, parce que ça peut être un sujet en soi, mais en gros, sauf si vous facturez à des particuliers, essayez de facturer assez rapidement la TVA, comme ça vous êtes tranquille derrière, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Et enfin, le dernier point, du coup, donc là, on a fini sur la partie fiscale. Là, c'est le volet social où on a plusieurs possibilités. Donc, on va avoir le régime artiste-auteur, par exemple, où vous allez donner vos cotisations sociales, donc santé, retraite de base, etc., à l'URSSAF Limousin, et vous allez payer en plus des cotisations pour la retraite complémentaire à l'IRSEC. L'ensemble des deux, c'est ce qui nous permet d'avoir une retraite égale à celle des salariés.
Donc ça, c'est quand même plutôt cool, parce que quand on sera à la retraite, du coup, on va pas manger du pain et de l'eau, et ça, c'est toujours sympa à prendre. Ensuite, il y a le régime micro-entrepreneur, donc on appelle micro-social. Donc ça, c'est quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez ce régime micro-social. Donc il faut bien le différencier du régime micro-fiscal dont on parlait avant. Régime micro-fiscal, c'est celui qui donne l'abattement des 34%. Et là, le micro-social, c'est le fait de payer un pourcentage fixe de cotisation et qui donne assez peu de droits. Donc en gros, auto-entrepreneur, artiste-auteur. Et ça, c'est auto-entrepreneur plus, quand vous allez passer en déclaration contrôlée, vous allez avoir de nouveau enfin, ça va changer un petit peu de cotisation. Et en gros, pour simplifier, artiste-auteur, vous donnez vos sous, URSSAF, Limousin, IRSEC, et vous avez du coup toute la protection sociale. Auto-entrepreneur, vous donnez vos cotisations sociales à l'URSSAF, et vous avez un petit peu moins de couverture sociale, comme on va le voir. Et ça, c'est un statut qui est pas utile vraiment, qui est pas intéressant pour les gens de notre profession. Mais bon, j'ai mis quand même au cas où. Pour comprendre un petit peu mieux, du coup, cette histoire de, de différence d'acquis sociaux, j'ai fait un petit tableau qui a l'air un peu vénère aussi, mais en vrai, on va le prendre ligne par ligne et vous allez voir, c'est pas si compliqué. En gros, c'est pour voir à quel point on se fait avoir quand on est micro-entrepreneur. En gros. Donc du coup, artiste-auteur. Donc j'ai fait des calculs sur une base fixe de 40 000 euros de chiffre d'affaires, en fixe depuis 3 ans. C'est un chiffre arbitraire, mais c'est l'histoire de pouvoir comparer les deux sans avoir à sortir des pourcentages, parce qu'il y en a certains qui calculent suivant les bénéfices, d'autres qui calculent suivant le chiffre d'affaires. Enfin, ça aurait fait des pourcentages un peu de l'enfer. Donc au moins, c'est plus simple, on y va plus clair. Donc du coup, au niveau cotisation sociale, un artiste-auteur qui touche 40 000 euros de chiffre d'affaires, il va payer 7 300 euros de cotisation sociale dans l'année. Ça fait quand même un petit montant. À côté, l'auto-entrepreneur qui touche 40 000 euros de chiffre d'affaires toujours, il va payer quasiment 9 000 euros de cotisation sociale. Donc déjà, ça fait quand même une petite diff. Ça fait un peu plus cher. Donc en gros, on va payer plus cher en étant auto-entrepreneur que artiste-auteur en cotisation pour le même chiffre d'affaires. Alors, les deux, évidemment, vont prendre en charge la couverture sociale au niveau des frais de santé. Donc, vous serez remboursé du Toubib, vous serez remboursé de vos frais de pharmacie, etc. avec les deux. Au niveau indemnité maternité, c'est un peu l'enfer sur le site des artistes-auteurs pour essayer de trouver des infos dessus. Bon, j'ai réussi à peu près à trouver des infos, mais bon, pas forcément fiable à 1000%. Mais en gros, de ce qu'on voit, on a des meilleures indemnités maternité et paternité chez les artistes-auteurs que chez le régime microsocial, donc auto-entrepreneur. À une petite différence près, parce que artiste-auteur, ça va être calculé sur nos revenus. Donc le plus on gagne, le mieux on sera indemnisé, alors que auto-entrepreneur, c'est fixe. Qu'importe l'argent qu'on gagne, on sera indemnisé de la même manière. Donc si on touche pas beaucoup d'argent auto-entrepreneur, tant mieux, c'est cool, on y gagne. Par contre, si on en touche pas mal, là c'est chiant parce que du coup, on y perd un peu. Indemnité arrêt de travail, là on va y perdre un petit peu en tant qu'artiste-auteur par rapport à auto-entrepreneur, on voit que c'est un peu inférieur. Euh, Par contre, c'est plafonné. Là, on a 56 euros maximum par jour chez auto-entrepreneur, alors qu'artiste-auteur, on a un plafond qui est beaucoup plus grand. Donc, si on gagne beaucoup de sous, on va pouvoir être mieux indemnisé. Sachant que ça, je l'indique pour info, mais en vrai, les indemnités maternité, paternité, indemnité de travail, etc., c'est globalement l'enfer pour les avoir parce que c'est pas mal de démarches et du coup, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est un peu un chantier. Mais bon, au moins, comme ça, vous avez toutes les infos. Il y a aussi des indemnités en cas d'invalidité et un versement en cas de décès, mais je vais pas rentrer dedans parce que voilà, ça fait des chiffres en plus. Pas forcément nécessaire, mais dans les deux cas, c'est présent. Et là où ça nous intéresse par contre vraiment, et ça devient très parlant, c'est sur la retraite, où en fait, on va avoir 1500 euros de retraite pour quelqu'un qui est un artiste-auteur avec 40 000 euros de chiffre d'affaires, contre seulement 1000 euros de retraite pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur. Donc en gros, si on résume, ça veut dire qu'on va payer 1500 balles de plus en cotisation en tant qu'auto-entrepreneur pour avoir quasiment un tiers de moins de retraite. Donc on va payer plus de cotisation et on va être moins bien indemnisé à la retraite. Sachant qu'en plus, le calcul auto-entrepreneur est débile pour le départ en retraite, parce qu'il est basé sur les 3 années avant la retraite. Donc en gros, vous allez bosser toute votre vie en tant qu'auto-entrepreneur, et ils vont se baser sur les 3 années que vous allez faire entre vos 63 et 66 ans, par exemple, pour décider de vos revenus
de retraite. Et en plus de ça, il sera vraiment pas très élevé. Donc rien qu'avec ce chiffre-là, déjà, on voit qu'en termes de plan de carrière, c'est pas vraiment viable de rester auto-entrepreneur, parce que sinon à la fin, on va se faire un peu avoir, quoi. Et en plus, on aura payé ça plus cher. Et enfin, on a des droits à la formation aussi qui sont assez rarement évoqués. Mais quand on est chez les artistes auteurs, on a 5 200 € par an de droits à la formation, ce qui est carrément beaucoup, ce qui est pas cumulable d'une année sur l'autre, mais déjà ce qui est carrément chambé, qui peuvent être utilisés pour plein de trucs, parce que on peut s'en servir pour le permis, par exemple, parce que ça fait partie des choses utiles en tant que professionnel. Donc ça peut aider à financer le permis, ça peut aider à financer des formations en sérigraphie, en illustration, en des formations sur l'impression, enfin vraiment sur tout ce qu'on veut, même des formations qui sortent du cadre de votre métier. Si vous voulez une formation en anglais, en japonais, en russe ou en langue ou sur d'autres trucs, pareil, ce sera des choses qui pourront être utilisées dans le cadre de cette formation-là. À partir du moment où tu dépasses 9 000 € par an de chiffre d'affaires, tu as accès à la totalité des services sociaux que proposent les artistes auteurs. Si tu es en dessous des 9 000 €, tu vas en avoir que certains, genre la prise en charge de la santé, la retraite évidemment, le droit à la formation sera largement inférieur aussi. Dans tous les cas, à partir du premier euro qui est engrangé avec le statut, on est couvert par la Sécu, donc on a le remboursement du Toubib, etc. Si tu vas sur le site de l'AFDAS en tapant AFDAS artiste auteur, les démarches qui sont expliquées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a genre je m'étais fait avoir comme ça, il y a un conseil des formations, entre guillemets, tous les 2 ou 3 mois. On analyse tous les dossiers à ce moment-là. Du coup, il faut prévoir un peu en amont. Si on se dit, bah, je veux passer le permis dans 2 semaines, ça va être compliqué. Parce que du coup, il faut leur envoyer le dossier et se dire, d'ici 2 ou 3 mois seulement, on aura les infos qui vont tomber. Côté auto-entreprise, là, on a beaucoup moins de droits à la formation. On a un premier truc qui nous donnera 500 € et un deuxième qui nous donnera de 600 à 1400. Donc en gros, ça fait en tout un maximum 2 000 € par an. Donc pareil, encore une fois, on va payer 1500 € de cotisation en plus pour au final moins de droits à la formation. Donc déjà, globalement, avec ce tableau-là, vous commencez à capter que bon, auto-entreprise, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont en train de le lapider et de le réduire au niveau de ses couvertures sociales, au niveau de ses avantages et compagnie, parce que ça les arrange, parce que beaucoup de monde, du coup, se lance avec ce statut-là. Donc, ça leur permet d'avoir des grosses cotisations qui tombent dans les caisses de l'État pour avoir assez peu de revers, en fait, à redonner de l'autre côté. Donc, c'est très cool pour commencer, mais en finalité, c'est pas forcément incroyable. Donc, ça, c'est la première explication. Et la deuxième raison de la différence, c'est qu'en fait, le statut artiste-auteur, il n'a pas apparu tout seul. Je crois qu'il a été créé dans les années 50 par un groupe justement d'artistes qu'on avait marre de pas avoir de sous. Et du coup, qu'on dit, bah, maintenant c'est stop, la culture française, soit elle s'arrête, soit on a un statut qui nous couvre mieux, qui nous protège mieux. Et vu que bon, bah, la culture française, elle était quand même assez rayonnante à l'époque, elle a souvent été, du coup, l'État a fini par céder et aménager un statut spécifique. Et tellement bien aménagé qu'en fait, pour info, du coup, le statut artiste-auteur, c'est le statut indépendant le plus confortable de tous les statuts existants en France. Donc du coup, c'est plutôt canon et ce serait dommage de s'en priver parce que voilà, il y a pas mal de gens qui se sont battus pour ça, pour qu'on ait tous ces droits sociaux-là. Ça, je l'ai pas, c'était tout le détail de ce qu'on vient de dire. Donc ça, c'était le récap de début, du début. Donc maintenant, vous comprenez normalement un peu mieux le schéma avec donc entreprise individuelle en BNC, souvent en régime micro-entreprise, sans TVA si vous l'avez, et pour la plupart d'entre vous, du coup, sur le régime artiste-auteur. Donc, petit tableau comparatif pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc, auto-entrepreneur, vous allez avoir 22% de cotisation ou si vous pouvez être éligible à l'ACRE. Donc, en gros, si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous avez ou que vous êtes au chômage ou que vous avez moins de 26 ans, je crois. Les conditions sont un peu plus précises, mais c'est à peu près l'idée. Donc, vous allez être à 22% de cotisation ou 11%. Pendant un an, puis à nouveau à 22%. Très peu de démarches, retraite faible, faible droit à la formation, et vous pouvez cumuler le chômage et le statut sous certaines conditions. Enfin, les allocations de chômage avec votre statut sous certaines conditions. Artiste-auteur en micro, vous allez avoir 18% de cotisation en tout pour tout. Normalement, les chiffres que vous avez déjà dû entendre, c'était 16% plus 8%, mais c'est un calcul qui est un peu compliqué, mais quand on le résume par rapport au chiffre d'affaires, c'est 18% en gros.
donc c'est moins de cotisation, c'est pour ça. Les démarches ont été grandement simplifiées, donc quand le site web va finalement marcher, un jour peut-être, de déclaration, ce sera quand même vachement mieux, parce qu'en vrai, maintenant, c'est quasiment aussi compliqué, enfin aussi facile de créer un statut d'auto-entreprise que de créer un statut artiste-auteur. Ça prend vraiment un formulaire ou deux, et ensuite on fait nos déclats sur le site web, donc c'est vraiment très simplifié. On aura une retraite normale, donc comme tous les salariés, fort droit à la formation, et sans condition, on peut cumuler nos revenus d'artiste-auteur avec nos allocations de chômage, ce qui est plutôt cool. Alors que pour la différence, quand on est en auto-entrepreneur, si on a créé sa structure après le départ au chômage, nos revenus d'auto-entrepreneur seront déduits des allocs. Alors que si on crée le statut avant de partir au chômage, on pourra pouvoir additionner les deux. Ça fait partie des miracles de la législation française. Mais du coup, voilà. Alors qu'artiste-auteur, dans tous les cas, qu'on crée le statut avant ou après, on va pouvoir cumuler les deux et empocher les deux sans souci. Ce qui est assez confortable, du coup, quand on passe de salariat à artiste-auteur, parce que ça permet d'assurer un peu quand même derrière le lancement avec un peu de sous. Il y a d'autres statuts qui sont possibles, mais dont je vais pas parler parce que j'aurai pas le temps. Donc l'intermittence, intermittent du spectacle, qui est un statut qui a pas mal d'avantages en France pour ceux qui vont bosser dans la pub, le cinéma, l'événementiel, pas mal de trucs. Et le portage salarial, qui en gros permet d'avoir des contrats courts, donc des CDD très courts, à la place de facturer, parce qu'il y a une entreprise qui va facturer à notre place et qui va nous embaucher pour le temps de la mission. Donc c'est une espèce de société écran qui est entre les indépendants et les agences ou autres, pour permettre d'avoir des contrats en salariat, mais qui simplifie grandement les démarches, mais qui en inconvénient va coûter beaucoup de sous, parce que du coup, il y a toutes les charges patronales salariales qui dégagent, ce qui représente quasiment en général 50% des factures. Assez simple d'utilisation, mais assez coûteux par rapport aux sous qu'on gagne. Et je suis, comme je disais tout à l'heure, que j'ai un peu trop poncé le truc et que je suis un peu trop jusqu'au boutiste, j'ai fait un petit fichier Excel qui en fait résume tout ça. Vous avez juste à taper un chiffre et ça vous dit quel est le statut qui est le plus intéressant pour vous. Parce que comme on disait, il y a pas mal de calculs à faire. Il y a pas mal de calculs à faire entre suivant si vous faites des frais ou pas, etc. Et donc là, c'est un petit fichier Google Sheet où en gros vous tapez votre chiffre d'affaires et ça va vous calculer automatiquement de l'autre côté pas mal de petites choses. Et donc, ça va automatiquement vous calculer quel statut est le plus intéressant, vous dire entre cotisation et impôt combien ça vous tire du chiffre d'affaires, les revenus indépendants après, enfin mensuels, la moyenne mensuelle que vous aurez sur votre compte après avoir viré cotisation et impôt, et la retraite que ça pourra vous donner, estimée quand vous serez en âge de recevoir la retraite. En contrôlé, on va faire baisser son chiffre d'affaires parce qu'on va essayer de caler le plus de frais possible. Donc du coup, vu qu'on va faire passer le plus de frais possible, le bénéfice il va réduire. Si vous dites que vous avez 40 000 euros de chiffre d'affaires, que vous avez 20 000 euros de frais, vous avez 20 000 euros de bénéfices. Là-dessus, on est OK. Sur les 20 000 euros de bénéfices, vous allez payer des cotisations, etc. Mais si vraiment vous voulez pas payer de cotisations, vous arrivez à trouver 40 000 euros, j'imagine, hein, vous arrivez à trouver 40 000 euros de frais parce que, voilà, il y a l'appartement, il y a machin, il y a un truc, etc. Vous avez claqué toute votre thune, vous êtes un grand malade. Du coup, vous allez payer 0 euros de cotisation. Donc c'est cool, vous ne payez pas de cotisation cette année. Mais vu que vous n'avez pas cotisé, vous n'aurez pas de retraite quasiment. Donc du coup, c'est pour ça que quand on est en contrôlé, c'est un peu un juste milieu à choper entre je paye le moins de cotisation possible parce que j'ai envie d'avoir le maximum de sous aujourd'hui et j'en paye un peu quand même pour avoir une retraite. C'est pour ça qu'on peut avoir une différence au niveau de la retraite ici, où là on est en contrôlé et du coup la retraite elle est de 2300 euros, alors que là on est en micro et donc avec l'abattement forfaitaire, tout ça. Et là on est avec une meilleure retraite parce que du coup on va cotiser plus. Donc pourtant, ça joue à pas grand-chose dans ce que ça va nous coûter au jour le jour, mais on voit qu'on aura quand même une meilleure retraite. Donc voilà, c'est pas mal de petits calculs à faire. Donc du coup, sur ce petit fichier Excel, ça peut vous permettre de faire vos petits tests assez simplement. Alors, en vrai, il y a plein de calculs un peu complexes, mais voilà, ceux-là, ils sont en dessous et ils sont pas utiles à regarder, mais ça peut vous donner une petite idée. Et pour simplifier encore plus le simplifiage, j'ai fait un petit graphique aussi qui indique en gros, suivant votre chiffre d'affaires, combien le statut va vous coûter, enfin vous coûter entre guillemets, parce qu'en vrai c'est de l'argent qui vous sera rendu plus tard avec la retraite, machin, etc. Mais en gros, si vous êtes à 20 000 euros de chiffre d'affaires,
En auto-entrepreneur, ça va vous coûter 5 000 € là-dessus. Donc, il y a un quart qui va partir entre les impôts, les cotisations et tout. Si vous êtes en maison des artistes, donc artiste-auteur, et en statut micro, vous allez avoir dans les, je sais pas, 3 000, 4 000 €. Et si vous êtes en contrôlé, vous aurez que 2 500 €. Et en fait, plus votre chiffre d'affaires va augmenter, plus les courbes entre micro et contrôlé vont s'inverser et être assez proches, un peu touche-touche l'une de l'autre. Et dans tous les cas, on voit clairement que le statut auto-entrepreneur va coûter bien plus cher à l'usage que quel que soit votre chiffre d'affaires, en fait. Ça, c'est le petit graphique qui résume un peu tout d'un point de vue juste financier pour voir un peu combien ça coûte. Voilà, voilà.